Nous voilà donc en plateau avec le président Jean-Louis Trio. Bonsoir président. Bonsoir. Et avec bonsoir. Oui, c'est bonsoir. Ouais, on est diffusé à 19h15, émission qu'on a enregistrée un petit peu en amont. Vous allez comprendre. Et avec Julien Mondon de Girondin.com. Salut Julien. Salut. Ravi de vous accueillir. On vous a demandé de participer à notre émission, président, parce qu'évidemment, ça va être la trêve. Évidemment, ça va être les éternelles questions sur le bilan de cette première partie de saison. Alors, on va quand même préciser qu'on a enregistré cette émission avant le match de ce soir, avant la réception de Nice. Alors ma première question, c'est est-ce que le résultat de ce soir, pour vous, influera sur le sentiment que vous avez par rapport à cette première partie de saison? Bon, oui, malgré tout, ça peut que le dégrader. Ça risque pas de l'améliorer. Voilà. Mais ça peut empirer les choses. D'accord, oui. Donc pour vous, même une victoire ce soir de votre équipe à domicile face au leader du championnat, ça fera pas une première partie de saison satisfaisante pour autant. Je pense que vous êtes, et je sais que vous êtes déjà un petit peu exprimé sur ce thème-là. Qu'est-ce qui vous laisse le plus d'amertume sur cette première partie de saison? Les matchs à domicile? Oui, c'est ça. C'est enfin, à domicile ou ailleurs. Mais enfin, principalement à domicile, où on a perdu trop de points. À notre portée en plus, et par notre faute. Donc, amertume, c'est surtout insatisfaction, quoi. C'est pas acceptable. Déception. Julien, n'hésite pas à intervenir. Justement, à ce sujet, Président, on a vu une équipe qui avait fait un bon début de championnat sur les premiers matchs, qui répondait aux attentes, puis elle a eu de plus en plus de difficultés, notamment à domicile. À quoi vous attribuez ces difficultés? Écoutez, alors tout le monde parle de bon début de championnat. Moi, je vais quand même un peu relativiser. On mène 3-0 contre Saint-Étienne, mais on tremble parce qu'ils sont revenus à 3-2 et il vaut mieux que le match ne dure pas 5 minutes de plus. On gagne Nantes 1-0, c'est ça. Nantes, dont on a vu par la suite quand même qu'ils n'étaient pas des foudres de guerre. On a gagné à Metz 3-0 parce que ça a été un bon match, mais Metz a eu un bon passage et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est quand même pas une équipe majeure. Le seul fait d'armes, si je peux dire, du début de saison, c'est la victoire à Lyon 3-1. Pour tout le reste, c'est quand même en début de saison qu'on en a pris 4 à Toulouse, 2 à Paris avec une première mi-temps affligeante. Voilà, donc dire que l'on a fait un bon début, les matchs amicaux, j'ai pas l'impression qu'on ait marqué tant de buts, ou des buts à l'appel. Il y a eu pas mal de matchs nuls, autant que je me rappelle, sur ces matchs amicaux. Voilà, donc je relativise beaucoup ce début de saison, soi-disant réussi. Mais pour moi, ce qui reste inadmissible, c'est les résultats contre Lille, ce sont les résultats contre Caen, Angers, Nancy. On mène 1-0, ils viennent jouer chez nous, ils sont derniers, ils font match nul, quoi. C'est pas supportable. Lille, on peut égaliser. Diego Roland, qui n'a jamais raté un pénalty, le tir sur la transversale. À Guingamp, on peut mener 2-0 et tuer le match. Jérémy Ménez rate un pénalty alors qu'il n'en a jamais raté dans sa carrière. Tout ça, ça fait beaucoup de points négatifs. On a bien compris votre lecture de cette première partie de championnat. Donc là, on a parlé beaucoup de chiffres, mais dans le contenu, Président, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Alors dans le contenu, par contre, il y a des choses qui me vont. On a mis en place un jeu en début de saison, c'est vrai, ambitieux, que l'on a un peu abandonné par la suite, un jeu assez offensif. Bon. On ne peut pas dire que les joueurs trichent, ils essayent. Mais à mes yeux, ils n'essayent pas bien, quoi. Donc j'ai l'impression que il y a un peu de manque de prise de risque. Toujours les mêmes défauts. On marque un but, on recule, plutôt que d'essayer d'en mettre un second. Donc cette équipe manque de mental un peu. Je ne les trouve pas suffisamment disciplinés. Alors, soit ils ne comprennent pas,
on peut l'admettre, qu'ils ne sont pas assez malins pour comprendre ce qu'on leur demande tactiquement. Soit ils ne veulent pas le faire parce que ça demande des efforts. Soit ils estiment qu'ils sont au-dessus de toute contingence tactique, ce qui serait quand même une grosse erreur. Bon, je veux dire, est-ce qu'ils se prennent pour le vestiaire du Paris Saint-Germain qui, soi-disant, refuse les directives d'Emery, mais si c'est ça, c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas non plus le talent des Parisiens. Justement, Président, si on enlève le match de Monaco, souvent l'équipe fait un très bon premier quart d'heure dans le jeu. Et on a l'impression que tout événement un petit peu négatif, tout événement un peu contraire, délite totalement ce bon début de match et ses bonnes intentions. Comment on peut expliquer que cette équipe soit aussi effectivement fragile sur un plan mental? Alors d'abord, parce qu'elle vit mal d'être menée au score. Match de coupe de la Ligue, qui a été un bon match. Tout en relativisant, paraît-il qu'il n'y avait que 3 joueurs de Nice qui avaient joué Paris le match précédent. Donc une équipe un peu bis de Nice. Mais c'est ce que j'ai lu dans la presse. Mais il manquait 3 joueurs majeurs, Cyprien, Belhanda et d'Albert, mais d'Albert il est blessé. Il n'y en avait que 3 sur 8, paraît-il, qui avaient joué à Paris. Bon. Non ? Je crois pas, non. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Bon. En tout cas, on marque rapidement. Et donc, c'est quelque part un soulagement. Alors après, quand on joue contre des équipes comme du haut du tableau, on est très motivé. Là où on a du plus de mal à se motiver, je trouve, c'est contre les équipes dites accessibles. Là, on pense toujours peut-être, avec peut-être un peu de suffisance, qu'on finira toujours par marquer parce qu'on est meilleur qu'eux. Sauf qu'eux, ils y mettent de l'investissement, nos adversaires, de l'envie, qui, à mes yeux, manque parfois chez nous. Voilà. Et puis, cette discipline tactique, et pourtant, c'est pas faute de l'entendre répéter par Josselin, mais c'est emmerdant parce que c'est un truc récurrent, quoi. Ça fait plusieurs années qu'on a ce souci avec des entraîneurs différents. Des joueurs qui ont du mal à respecter une discipline du jeu, être précis, être méthodique, être respectueux des règles et des consignes. On a l'impression que une fois sur le terrain, ils oublient tout et qu'il y a une grosse part d'improvisation et que chacun joue sa partition. Alors on le voit quand on est mené au score, à Montpellier pour moi c'était flagrant. On fait là aussi un bon début, on ne marque pas, on a quand même 3 occasions nettes. La différence entre Nice et Montpellier, c'est que Nice on marque. Si on ne marque pas d'entrée, qu'est-ce qui se passe après? J'en sais rien. Mais à Montpellier, on a des occasions nettes, on ne les met pas. On prend un but et tout part à volo. Et l'équipe se délite. Mais, alors après, on voit des réactions. Le garçon, il prend le ballon, il va dribbler 1, 2, 3 adversaires. Pourquoi? Il va dribbler les 10 adversaires pour les battre le gardien de but adverse. On perd tout sens du collectif. On se tourne vers l'individuel. Chacun joue sa partition. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le ballon au milieu de terrain, tu as un contre, et tu en prends un deuxième ou un troisième. Voilà. Et le match est plié. Mais ce que vous illustrez, c'est aussi vrai pour la nervosité qui se dégage de certains joueurs sur les derniers matchs, que ça occasionne des rouges ou pas, mais on sent qu'il y a beaucoup de... Est-ce que c'est de l'énervement, de la frustration? Oui, mais c'est du mauvais énervement. C'est l'énervement de l'impuissance. Voilà. Donc, comme on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, on s'énerve. Parce qu'on n'a pas d'autre argument à faire valoir. C'est stupide. Bon, après, il faut quand même relativiser beaucoup de choses. Il y a les mots qu'il faut éviter de prononcer. Bon, mais un garçon comme Ounas, qu'on le fasse passer pour une brute, alors qu'il fait, je sais pas, enfin tout le monde a vu, il n'est pas très grand, il est plutôt léger, et il prend beaucoup de coups. Bon, qu'à un moment il en est marre, ça peut se comprendre. Cet attaquant de Monaco, là, qui est extrêmement brillant, là, sur le côté, là, comme... il y avait Germain. Mais non, le milieu. Celui sur qui il fait la faute, je crois que c'est Djibril Sidibé, le latéral, mais il y avait aussi Thomas Lemar, il y a Bernardo Silva. Non, mais celui sur lequel Palois fait la faute, là. C'est Bernardo Silva. Bernardo Silva.
c'est quand même un emmerdeur de première grandeur, quoi. Il donne des coups discrets mais désagréables, et tout le temps en train de faire des fautes. Bon, alors, tu ajoutes la mauvaise performance à la frustration et tu peux t'énerver. Ceci étant, il le fout par terre. Il le brutalise pas plus que ça. Il ne met pas un coup. Mais sur le cas d'Adamounas, qui est clairement pas une brute, on ne peut pas non plus occulter le fait qu'il parle beaucoup aux arbitres pendant tous les matchs. Et ça peut lui porter préjudice par la suite. Mais ça, on l'a dit. Moi, j'ai bien scindé le truc en deux, quoi. Le carton rouge pour agression, il y est déjà. Bon, donc on peut penser qu'un gamin maltraité comme ça, surtout Sidibé, il fait 3 fois son poids, quoi. Il va pas pleurer, ou alors c'est les mots quand il sort du terrain qui sont en trop. Mais ça, c'est les gamins qui sont jeunes, ils se croient tout permis, ils n'acceptent pas la contrariété, donc on a envie de dire quelque chose, on ne se retient pas, on ne réfléchit pas. Le résultat, il y a une sanction qui est lourde, elle sera lourde pour lui aussi d'ailleurs, en interne. Et peut-être qu'elle est encore plus lourde qu'il imaginait, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait peu de chances d'aller à la CAN alors qu'il avait envie d'y aller, mais peut-être que son expulsion contre Monaco n'est pas étrangère à sa non-sélection. Vous vous êtes pas exprimé à ce sujet en interne, mais vous avez tenté de prendre des sanctions contre ce genre de comportement ? Je ne vais pas tenter, on va prendre des sanctions, oui. Oui, les 2 matchs, parce qu'on me dit qu'il en prend 2 pour son geste sportif et 2 pour les contestations. Les 2, il va les payer. D'accord, très bien. Un mot, c'est pas que lui d'ailleurs. Jérémy Ménez aussi. Oui, il s'est excusé sur son compte Instagram. C'est bien. Oui, je ne sais pas s'il a fait en direct dans le vestiaire, mais en direct dans le vestiaire, c'est encore mieux. Mais c'est bien. On va se projeter un petit peu peut-être, Julien. On va parler du mercato. Vous avez déjà évidemment été interrogé sur ce sujet. Oui, c'est pas fini. Et c'est pas terminé, ça c'est sûr. Je vous l'annonce. Vous avez plutôt parlé des prêts ou des départs. Oui. Vous restez un peu sur cette optique-là, sur cette politique-là, pour l'instant, à l'heure à laquelle on parle. Ou est-ce que votre entraîneur... La première chose à faire, c'est faire de la place dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui ne joueront pas, qu'on a besoin de voir, d'autres qui ont besoin de réfléchir à leur avenir, mais à leur carrière. Je crois qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, un joueur de foot professionnel, s'il veut relancer sa carrière, il faut qu'il joue. S'il n'a rien prouvé et qu'il ne joue pas, il faut qu'il change de métier. Donc il faut accepter éventuellement d'aller en national. Moi, je pense à ceux qui jouent le moins, comme Younes ou... Théo Arambari. Arambari, on ne doit pas le mettre en national quand même, international uruguayen, c'est compliqué. Mais voilà, tous ceux qui n'ont pas joué et qui ont peu de chances de jouer, il faut qu'ils acceptent de se montrer. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que le football est vu et observé à tous les échelons, y compris en CFA2, voire en DH, quoi. Donc, s'ils veulent se relancer, il faut qu'ils jouent et qu'ils se montrent. On l'a vu avec Gaëtan Laborde qui n'a pas hésité à être prêté en national, puis en Ligue 2 avant de passer. C'était au national. C'était au Red Star. Merci, c'est vrai. Et après Clermont, c'est vrai. Il y a un cas un peu particulier, président, avec Paul Bernardoni. Vous avez donné pas mal d'éléments sur une interview très intéressante sur Gold FM. Vous disiez que c'était à la fois compliqué de le prêter parce que s'il y a un souci avec Jérôme actuellement, il faut pouvoir avoir un gardien performant tout de suite. Mais en même temps, c'est un très jeune joueur qui a pas du tout de temps de jeu. Est-ce que votre réflexion a évolué sur son sujet? Non, c'est la même. C'est un garçon qui doit jouer, mais c'est vrai que pour l'instant, avec la reblessure de Cédric Carasso, le problème se pose des 2 gardiens dont on a besoin. Alors Bernardoni, je dirais qu'il perd moins son temps en ne jouant pas qu'un joueur de champ. Parce que un arrêt, c'est toujours un arrêt. On peut penser que dans un investissement de petits jeux, un joueur s'économise à l'entraînement. Lui, s'il a des ballons arrêtés, il faut qu'il les arrête. Et puis, il travaille quelques secteurs dans lesquels il avait encore
besoin de progresser parce que très jeune et des secteurs qu'il fallait travailler. Donc il les travaille à l'entraînement au quotidien et il progresse dans certains domaines où il avait encore une marge de progression.